Bienvenue sur Ici Éco. Le secteur privé met la pression sur les parlementaires pour obtenir des amendements significatifs sur le projet du budget 2024, qui comporte 133 articles. Tous les yeux sont rivés sur la Chambre des députés. Les différentes composantes des organismes économiques ont récemment donné de la voix, décriant un projet de loi de finances pour 2024 dont les chiffres n'ont aucun lien avec l'économie réelle. Elles font notamment pression sur les députés pour attirer leur attention sur les anomalies dans ce texte dénué de toute vision économique et dont la seule finalité est de renfouler le trésor. Durant cet épisode, nous nous pencherons sur les questions liées au projet du budget 2024 avec l'expert en économie et en finance, Nicolas Chichani. Nous commençons directement par le budget, les réformes, et j'ai le plaisir de vous recevoir, M. Chichani. Maurice, c'est un plaisir partagé, toujours chez vous, ici, Beyrouth. On commence directement par le projet du budget 2024. Le ministre sortant des Finances, Youssef Khalil, a répondu aux critiques visant le projet de loi du budget pour l'exercice 2024, assurant qu'il s'inscrit dans la continuité de la voie du redressement. Il a défendu son point de vue et le projet de loi. Vous dites quoi à propos? En fait, je suis un peu étonné par cette interjection du ministre des Finances, parce que si on regarde le budget et la forme et la structure du budget, on revient jusqu'en 1950, ce sont les mêmes formulaires où on remplit des chiffres et on change des chiffres et on demande des un papier comptable. C'est un papier comptable fait par des comptables. C'est pas un papier qui est fait avec une vision stratégique, économique, structurelle et de croissance. Malheureusement, c'est un papier qui vise uniquement à collecter des taxes en livres libanaises sans aucune garantie du prix de change dans le futur, parce qu'il n'y a pas une politique monétaire en accord avec la politique budgétaire. Donc ça, c'est un point fondamental. Et donc le plus important, c'est que ce budget se base sur une augmentation des taxes folle. Je ne dis pas que l'État ne doit pas gagner de l'argent. Je dis qu'avant d'augmenter les taxes, il faut créer de la croissance. Ce n'est pas en augmentant les taxes, en tuant le secteur privé, parce que le secteur privé, c'est lui qui va tuer le taxe. Ce que j'ai fait, j'ai décortiqué le dernier discours du ministre des Finances, Youssef Khalil. Pour lui, il dit que le projet du budget 2024 vise à garantir les crédits nécessaires pour faciliter le travail des administrations publiques, estimant qu'il n'a plus permis de continuer à dépenser sur la base de 12e provisoire à partir du budget 2022, qui ne correspond plus aux besoins actuels. Il faut savoir que les administrations publiques, ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas d'argent uniquement, parce que structurellement, elles sont en mauvais état, et parce que il n'y a aucun plan de restructuration, parce que les employés ne travaillent pas pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a des employés qui sont là, qui sont contractés, qui ne sont même pas présents au travail, pour toute raison électorale ou autre. Ils ont été recrutés en désaccord avec toutes les lois de 2017 et 2018, comme vous savez. Le truc, c'est que quand on fait un budget, j'aimerais bien que monsieur le ministre des Finances, il le sait, j'espère, quand on fait un budget, on ne le fait pas juste pour servir les administrations de l'État, on le fait pour le servir le peuple libanais, en créant de l'infrastructure, en créant des moyens de communication corrects, en remettant en exercice l'électricité du Liban, parce que le Liban, c'est la base et le cœur de toute économie et toute croissance. Or, je ne vois rien dans ce budget. Je ne vois que des taxes et je ne vois que des demandes de paiement, alors que le budget est déficitaire. Donc moi, j'aimerais bien dire à monsieur le ministre des Finances, si tu permets, oui, certainement, Maurice, c'est qu'avant de venir nous dire que c'est un budget à croissance, monsieur le ministre, on ne fait jamais un budget avec un déficit. Je suis désolé. La première chose, ce qu'on appelle the elephant in the room, comme disent les Américains, l'éléphant qui est dans la chambre, on ne le voit pas. Okay? On voit juste les taxes, etc. C'est important de ne pas augmenter les taxes. Mais un déficit budgétaire de 17 trilliards de livres libanaises,
en fin 2024, en supposant qu'on a fait toutes les collectes nécessaires de taxes et qu'on ne les a pas baissées, parce que si on les baisse, le déficit va augmenter, comment le ministre des Finances Il va avoir recours à la Banque centrale? Ah, c'est une très bonne question et une très bonne réponse. Merci Maurice, parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, le vice-gouverneur a promis, en fait, qu'il ne va plus financer l'État de manière directe ou indirecte, jusqu'à maintenant. Mais est-ce qu'il pourra continuer à le faire en fin 2024, quand le budget aura un déficit astronomique? Qui va combler ce budget donc? Alors, on va le combler de deux manières. Parce qu'on a un déficit dans la balance des paiements. On exporte plus qu'on on importe plus qu'on exporte. Donc, on a une balance des paiements négative, des dollars sortent. Donc, il n'y a aucun... L'État libanais est en défaut vis-à-vis du Eurobond, donc il ne peut pas emprunter de l'argent. On peut plus s'endetter aussi. On peut plus s'endetter, on est downgradé. Il n'y a aucune croissance économique qui permet à l'État et aux institutions publiques de renflouer un peu leur budget. Donc on va se retrouver avec un trou gigantesque. Le seul moyen de le financer, on va revenir à ce qu'on faisait avant, même malgré les promesses en fait, du gouverneur. Et moi, j'insiste, s'il m'écoute, qu'il tienne ses promesses. Parce que c'est uniquement en tenant ses promesses qu'il va pouvoir faire les structures. Le gouverneur, par intérim, avait bien dit, était bien clair que sans loi, je ne finance pas. Oui, mais il y aura une loi, puisque si on va voter le budget... Donc c'est une loi. OK, si on vote le budget, et je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a dans le budget, parce qu'on va rentrer dans les détails. De ça, certainement. Donc à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un gros trou. Pour ouvrir un budget de l'année suivante, il faut combler le trou. Il faut clôturer les comptes pour ouvrir des nouveaux comptes. De toute manière, on ne clôture pas les comptes depuis plusieurs années, c'est une catastrophe, c'est une autre question. Une honte économique et financière. Donc ce serait bien que le ministre des Finances le fasse avant de proposer un budget. Donc je lui demande de clôturer les comptes, faire un budget non déficitaire, puis on parle après. Donc ce qui est important, c'est que comment il va le financer ce budget? Il va faire deux moyens. Soit il va imprimer des livres libanaises, et là on revient à ce qu'on avait demandé au vice-gouverneur aujourd'hui par intérim, de ne plus imprimer. Et c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça que la masse monétaire baisse et on va parler du taux de change tout à l'heure. Et c'est une très bonne chose. Ou bien il va utiliser ses réserves obligatoires qui sont en fait ce qui reste de l'argent des déposants. Dans les deux cas, c'est une catastrophe. Donc ce qu'on a fait encore une fois, on a poussé la boule en avant sans essayer de faire aucune réforme, ni administrative, ni structurelle, ni financière, ni économique. Vous êtes d'accord que le financement de l'État se fait en augmentant les recettes, en s'adaptant au taux de change en vigueur et en activant la conformité fiscale sans augmenter la charge fiscale pesant sur le citoyen, selon le ministre des Finances? Alors, j'aimerais bien qu'il m'explique. Pour lui, la charge fiscale est passée de 16% du produit intérieur brut à environ 4% en 2022, selon les statistiques, ce qui reflète l'impact négatif de l'inflation, des différences de taux de change et de l'ampleur du non-respect des règles fiscales. On ne peut pas faire des calculs par rapport au PIB. D'accord? Parce que le PIB, il n'y a aucun moyen de le calculer aujourd'hui. Comment le calculer aujourd'hui? Il n'y a aucun moyen de le calculer. Donc c'est encore une fois une aberration. Yann. Ils sont en train de sortir des informations ou avec l'économie parallèle. Avec une économie parallèle. On ne peut pas faire ça. Et le problème, c'est que le peuple ne comprend pas ces choses. Ils disent, oui, il a raison, il a dit ça, etc. Malheureusement, c'est faux. Le PIB, Anna, je défie n'importe quelle personne au gouvernement ou au FMI ou n'importe qui me dise que le PIB de Liban aujourd'hui est X. Il n'y a pas de secteur bancaire. Tant qu'il n'y a pas de secteur bancaire qui fonctionne, tant qu'il n'y a pas des institutions financières qui ramènent et qui collectent les taxes et consolident en fait toutes ces informations, on n'a pas, et tant qu'on a une économie parallèle, une cash économie, surtout une cash économie, on ne peut pas calculer un PIB malheureusement. Par contre, qu'ils disent que ça a baissé parce que le taux de change a baissé, je m'excuse. Et j'aimerais bien préciser que quand le taux de change s'est détérioré, a détruit en fait le pouvoir d'achat des Libanais, c'est là où le ministre des Finances et le gouvernement doivent s'intéresser. Il ne va pas s'intéresser à un ratio entre PIB et taxes. Il doit s'intéresser comment aujourd'hui augmenter le pouvoir d'achat des Libanais. Seul sur ce KPI, comme disent les Anglais, c'est Key Performance Indicator, que le gouvernement doit se poser. Donc, le seul KPI du gouvernement, augmenter le pouvoir d'achat. Comment on augmente c'est toute une équation économique super complexe sur laquelle doit être jugé le gouvernement aujourd'hui. Le pouvoir d'achat du citoyen libanais qui a baissé de 500%. Mais pourquoi critiquer ce budget et pour le ministre des Finances et pour le gouvernement de Miat et M. Saad Echemi? Ce budget-là fait partie du plan de relance élaboré par le gouvernement, que vous critiquez toujours. Oui, certainement. Et qui s'inscrit dans la continuité de la voie du redressement entamée avec l'approbation du budget 2022 et les mesures financières
à celle du taux de change, tout en freinant l'inflation, ainsi que la détérioration des conditions de vie de citoyens. Donc, pourquoi critiquer ce budget? Il fait partie de ce fameux plan de redressement qui a été voté par le je ne gouvernement. critique pas ce budget. Je dis que c'est un budget, est une aberration. Je n'ai même pas besoin de le critiquer. C'est un non-sens, ce budget, pour une raison simple. Avant tout, j'aimerais bien voir le plan économique du gouvernement. Quand ce plan économique du gouvernement est basé sur une destruction massive du secteur bancaire, qui est une base économique importante pour la croissance, la plus importante, et une destruction en fait d'un haircut sur les déposants. Vous savez, quand le gouvernement fait un plan écrit à la page 9, article 24.1, je m'excuse, on les connaît ces chiffres aujourd'hui. Okay, il dit je veux couper tout lien entre la Banque centrale et les banques, les dus. Donc, en gros, il fait un haircut sur les banques de 80 milliards, comme l'État a fait un haircut sur les eurobonds. Puis, dans ce cas-là, les banques vont faire faillite et les déposants vont perdre notre argent. Comment, je demande, au ministère des Finances, et au vice-premier ministre, comment, dans un pays où l'État promulgue une loi pour détruire le secteur bancaire et couper les déposants, comment il peut créer la confiance nécessaire pour pouvoir relancer l'économie? Merci pour la réponse. La base, c'est la base économique de croissance. Avec aussi un État qui a annoncé un défaut de paiement ou à un moment où il avait des réserves qui dépassaient les 34 milliards de dollars aussi. Tout à fait. Donc, et personne n'est rendu responsable ici. Pour ce gouvernement-là, pour le ministre des Finances, il déplore l'exagération concernant les augmentations des taxes et des impôts. M. Khalil rappelle que la livre a perdu 99% de sa valeur par rapport au dollar et que le taux de change de la livre a chuté de 60 fois avec une inflation de 265%, ce qui fait fondre les valeurs des redevances devenues inférieures à leur coût. La plupart de ces frais n'affectent pas la consommation populaire, en particulier celle des familles à revenus limités. Donc voilà pourquoi le secteur privé alors pourquoi les organismes économiques doivent sortir. Moi, je pose une question. Je pose encore une question. Que ce budget-là nous coupe la tête. Est-ce que le Liban est passé d'une économie libre, capitaliste de croissance vers une économie sociale juste pour aider les gens qu'il faut aider, hein? Attention, je ne dis pas l'inverse. Non, l'objectif premier de M. Et de protéger ce modèle. Non, et de protéger le modèle économique de croissance libre qui a toujours fait en fait la force du Liban dans les années 60, 70, 80, jusqu'à il y a quelques années. D'accord ? Aujourd'hui, moi je demande à Monsieur le ministre, à messieurs les ministres, de jeter un coup d'œil en fait à qu'est-ce qu'il y a, qu'il me donne juste un point dans ce budget où il me parle de croissance. Qu'est-ce qui a été fait son budget pour créer de la croissance dans ce pays, qui va elle-même financer les familles pauvres? Parce que les familles, quand il y a de la croissance, qu'est-ce qui va se passer? C'est un cycle. C'est très facile. On va expliquer en une seconde aux téléspectateurs. Quand il y a de la croissance, et quand il y a un secteur bancaire qui peut financer les secteurs privés, le secteur privé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va croître. Quand il va croître, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recruter. Il va recruter qui? Ce sont des familles qui sont dans le besoin. Qu'est-ce qui va se passer? Ces familles qui sont dans le besoin vont avoir un salaire. Elles vont vivre mieux, elles vont consommer. Quand on consomme, qu'est-ce qui se passe? Le cycle économique fonctionne. C'est ça ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, on ne tue pas la poule aux œufs d'or. Le secteur privé, même si aujourd'hui, il est en train de survivre, etc. Il ne faut pas le tuer. Il faut lui donner à manger pour qu'il croît, pour qu'il ponde plus d'œufs en or. C'est ça l'équation économique de croissance. Ce n'est pas une équation sociale qui va me dire non, je tue le reste pour faire vivre quelques familles. Et le problème, c'est qu'ils ne font même pas faire vivre puisqu'ils ont coupé leurs dépôts aux pauvres et ils ont dévalué la livre libanaise. Il n'y a aucun plan pour redresser ni la livre libanaise, ni pour restituer le dépôt. Ils sortent, disent que ce gouvernement-là, M. Youssef El-Khalil, M. Saad Echeb, mais donc, vous êtes en train de critiquer ce budget, cette augmentation de certaines taxes, certains impôts, etc. Mais cette exagération, comment l'expliquer? La phase qui a précédé la mise en place de l'augmentation du dollar douanier, celle-ci n'a pas eu, donc le dollar douanier, un effet négatif sur les prix et n'en a pas provoqué une hausse catastrophique comme certains l'avaient prédit. Mais pour eux, pour donc ce groupe-là,
Une hausse, donc le dollar douanier a contribué à restaurer l'ordre financier et à assurer la stabilité monétaire. Quoi dire de la contrebande? Je ne sais pas. Écoutez, moi, je vais pas répondre de tic au tac à leurs assertions parce qu'ils sont en train de défendre leur budget. Quand on défend un budget, c'est que le budget est mauvais, d'accord? Sinon, on n'a pas à le défendre, ok? Donc, une chose importante, je vais m'attacher au taux de change. Aujourd'hui, le budget dit que le taux de change est aux alentours de 89 000, n'est-ce pas? Et que toutes ces taxes ou sous ces taxes vont augmenter pour s'adapter en fait au taux de change, d'accord? Pour que les entrées de l'État puissent se stabiliser un peu, pour que l'État puisse fonctionner. Fine. Mais si on veut utiliser un taux de change de 89 000, il faut l'utiliser partout, n'est-ce pas? Pas 15 000 pour les retraits. Absolument. Pas $1 pour un dollar fixe fraîche pour payer certaines. Absolument. Donc douanes. là, aujourd'hui, moi, je demande à l'État libanais de regarder la constitution libanaise. Quand tous les Libanais doivent être traités de manière équitable, equity and equitability, ok? Où est l'équité dans ce processus? L'État, il collecte à 89 000. Et les retraits, dans les banques sont toujours à 15 000 à 151. Vous savez, Maurice, le truc qui se passe aujourd'hui, c'est qu'un Libanais qui avait $1 million à la banque, ok, quand il y a eu cet arrêt de paiement ou de retrait dans les banques, l'arrêt vous expliquez comment? on en parlera, mais juste que j'explique un peu l'équation. Ces Libanais avaient souffert parce qu'ils ne pouvaient plus retirer leur argent. Donc ils avaient mal parce qu'ils ont travaillé toute leur vie, ils ne pouvaient plus retirer ce temps. Parce qu'ils ont disparu pour des raisons qu'on en parlera tout à l'heure. Avec avec l'article 4 du Fonds monétaire. Okay. Par contre, aujourd'hui, 3 ans après, ils n'ont pas mal parce qu'ils ne peuvent pas accéder à leur argent. Ils ont mal parce qu'il n'y a plus d'argent. Ils ont dépensé à 15 000 pour pouvoir manger. Quelqu'un qui avait $1 million, ok, ça fait à peu près 150 000 $. En 3 ans, il les dépense. Il n'y a plus d'argent. Donc aujourd'hui, la pauvreté et le stress et la souffrance du déposant est supérieure qu'il y a 4 ans. Pourquoi? Parce que l'État n'a rien fait en 4 ans. Il me parle encore de plan économique. Ce plan économique qui détruit l'argent des déposants, le plan économique qui ne crée pas la confiance, ce plan économique qui n'a jamais vu le jour jusqu'à maintenant parce que c'est une aberration économique pour faire plaisir au FMI qui veut en fait asservir le Liban. Et je le dis, je suis en train de lire l'article 4, on en parlera tout à l'heure. L'objectif du FMI, c'est de rembourser le Eurobond et son loan quand il nous le donne. Pas rembourser les déposants. C'est une aberration. Et le gouvernement en entier est en accord avec ce plan, puisque le plan du gouvernement qui est soutenu par M. Chassemé est 100% aligné avec l'article 4, page 48 à 51 de l'article 4. C'est une honte. Ouais. C'est une honte. Avant de continuer de décortiquer un peu ce budget-là, vous avez bien mentionné l'article 4. Expliquez-nous. Juste avant, on va faire encore 2 points du budget. On finit. Il y a encore 2 points importants. Donc, moi, non, il me reste 3 questions à propos du budget, si vous permettez. Avant de passer à l'article 4. Pour le secteur privé aujourd'hui, ce texte-là est un texte donc, qui contient des taxes et des impôts dont les montants sont multipliés dans certains cas par 20 fois. Alors que celui-ci jouera un rôle de premier plan dans tout projet de redressement économique selon Youssef El-Khalil et Saad El-Chemé et le gouvernement. Comment le secteur privé peut soutenir, réagir, déjà, le secteur, il faut savoir qu'aujourd'hui, le secteur privé peut continuer à travailler si un budget pareil va être voté. Déjà, le secteur privé, aujourd'hui, il est limité à 30% de sa masse. Parce que le secteur privé officiel qui paye des impôts, c'est 30-40% du secteur privé. Okay? Avant d'augmenter les taxes, chers messieurs les ministres, encore une fois, allez augmenter la collecte. Okay? Dans une économie où il y a un stress économique, il y a une décroissance, une drop du PIB, etc., etc., on n'augmente pas les taxes, on augmente la collecte. Au contraire, vous savez qu'est-ce qu'on fait, Maurice? On fait des zones franches, des zones sans taxes pour attirer les investisseurs extérieurs. Free zones. Free zones en anglais, comme à Jabal Ali, comme à Chypre. Les Libanais sont en train de s'installer. Regardez le modèle économique irlandais. L'Irlande a eu un super un grand problème économique. Elle l'a résolu en faisant ça. Google s'est installé en Irlande parce qu'il y a eu un tax shield de 10 ans sur Google. Il a recruté 100 000 personnes. Moi, c'est ce que je veux. Je ne veux pas taxer les entreprises. Est-ce qu'ils veulent faire ça? Est-ce qu'il y a de will? Je pense
que... Ça a commencé avec le défaut de paiement, c'est un problème. avec les Si vous me les demandez, plans de redressement. Le Liban suit un plan machiavélique de destruction économique depuis 10 ans, pas depuis aujourd'hui, depuis 2011. Qui en est responsable? En 2011, on a commencé par accepter 2 millions de Syriens, aujourd'hui ils sont 2,5 millions, 3 millions, je ne sais plus, qui sont en train de coûter au pays 5 milliards de dollars au minimum par an et qui vont représenter un danger sécuritaire pour la suite existentielle du Liban, et je le dis à la télé, hein, ça c'est une priorité 1 avant l'économie. Parce que sinon il n'y aura plus de Liban. Ça ne sert à rien de faire une économie s'il n'y a plus de Liban dans quelques années. D'accord? Avec un taux de naissance, de natalité de 7 à 1 ou 7 à 2 vis-à-vis du Libanais, c'est une catastrophe. D'accord? Deuxième sens, il y a eu le rapport du FMI en 2016 où on a retiré une dizaine de pages qui disait clairement qu'il y avait un problème économique. Et cela en accord avec la Banque centrale. Aussi ça, un accord. Donc, troisièmement, donc le secteur bancaire lui-même qui décide avec la Banque centrale d'arrêter, donc de faire un bank run et qui détruit la confiance dans le système en octobre 2019. Mais un gouvernement qui a lancé... On continue. J'arrive au gouvernement. Le défaut de paiement. J'arrive au gouvernement. Oui. En février-mars 2020, le gouvernement qui fait un défaut... aberrant de la dette en dollars. Je veux bien qu'il fasse éventuellement un défaut en livre libanais parce qu'il a une imprimante, il imprime. Mais en dollars, comment il va rembourser? Qui détruit en fait l'économie, le taux de change, la possibilité de s'endetter ou d'espérer avoir une confiance d'un pays qui veut nous aider. Et enfin, aujourd'hui, un gouvernement qui ne fait rien depuis 3 ans. Tout son rôle, c'est de suivre ce que dit le FMI. Pour 3 milliards de dollars, hein, le FMI veut ça. Hein. Il veut nous donner 3 milliards ou 4 milliards en 4 ans. Une catastrophe, on les dépense en 2 mois. Pourquoi ils veulent faire quoi? Ils veulent couper et détruire le secteur bancaire. Parce que le secteur bancaire, aujourd'hui, libanais, c'est le seul qui est indépendant. Il a fait des erreurs graves, le secteur bancaire. Il y a une accountability. Donc vous voulez me dire que le Fonds monétaire, avec son plan, veut détruire le secteur bancaire? Bien sûr. Parce que quand à la page 51 ou 50 ou 51 de l'article 4, ils disent que l'État doit sortir une loi où la Banque centrale doit couper tous les dus qui sont entre la Banque centrale et les banques, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'argent des déposants. Avant l'argent des déposants, 80 milliards de dollars qui sont placés par les banques à la Banque centrale qui est supposée être souveraine, d'accord, elles ne vont plus exister. Donc, les banques vont assumer une perte de combien? De 80 milliards. Quel est leur capital? 20 milliards. On parle à 1500. Ouais. Parce que on divise par. Donc, c'est 4 fois leur capital qu'ils vont avoir comme perte. Ils vont faire faillite. Hein. Et si elles font faillite, qu'est-ce qui se passe? Les déposants vont faire faillite. Donc c'est un système de confiance qui va être détruit. Un système économique, un système d'appauvrissement du peuple libanais, un système de confiance qui ne va pas pouvoir relancer l'économie pour le futur. C'est une catastrophe. Je me demande pourquoi le gouvernement tient à ça. Il y a d'autres solutions et on va en parler. La solution vient, vous savez par quoi? Par l'article 113 du Code de monnaie et de crédit et l'article 110. Il faut recapitaliser la Banque centrale. C'est-à-dire, avant de restructurer le secteur bancaire, on restructure la Banque centrale. Comment? Qui est responsable? Comment? L'article 113. Vous savez qu'est-ce qu'il dit l'article 113? De la récapitalisation de la Banque centrale. Qu'est-ce qu'il dit? L'article 113 et c'est l'article 110. Il dit la Banque centrale aujourd'hui a une perte non déclarée de 80 milliards, reconnue par le plan du gouvernement. 112 milliards, maintenant ça a augmenté un peu, mais non déclarée. Le jour où la Banque centrale est auditée et déclarée avec un tampon, perte de la Banque centrale qui est due, on en parle là, c'est une session, c'est une discussion de 80 milliards, parce qu'ils ont prêté, etc. La Banque centrale déclare sa perte. Une fois qu'elle déclare sa perte, on applique l'article 113. Qu'est-ce qu'il dit l'article 113? L'article 113 dit, si un jour, c'est une année pendant des années, la Banque centrale a une perte, l'État libanais, qui est son actionnaire principal, est obligé de la recapitaliser, soit par les réserves de la Banque centrale, alors il n'y a plus de réserves, très peu. Hein, donc plan B. Soit via le trésor public libanais. Obligé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça se fait comment? Ça se fait comment? C'est là où on va appliquer, par exemple, on va reconstituer des fonds avec les actifs de l'État, avec un fonds pétrolier sur le pétrole, et sans jamais vendre un actif de l'État, parce que c'est la propriété de l'État libanais. Donc des fonds souverains? Un ou plusieurs fonds souverains qui vont financer l'État et financer en fait cette perte de la BDL sur une période donnée.
autre moyen de le faire, l'article 110, et on en parlera dans une émission peut-être spéciale sur ces deux articles. L'article permet en fait à la Banque centrale d'avoir dans son actif la Middle East par exemple et le casino. Pourquoi on ne mettrait pas d'autres actifs? Économiquement aussi, on met d'autres actifs à la Banque centrale avec un conseil d'administration indépendant, international et local, pour assurer l'indépendance et la neutralité des décisions. On peut créer la valeur dans le capital et on arrête les pertes, ce qui permet de réduire comptablement ce qu'on appelle le ICL, qui est en fait le taux de perte dans la Banque centrale et dans les banques. Les banques respirent, comme le secteur privé qui a fermé ses dettes, il a respiré. La Banque centrale et les banques vont respirer. Donc, on va pouvoir relancer l'économie petit à petit et rembourser les déposants. Pas immédiatement, mais avec le temps. Une solution très simple. Elle n'a même pas besoin de loi, puisque la loi existe. Il faut juste l'appliquer. Le problème, c'est qu'il y a un plan, encore une fois, que je précise, machiavélique, qui veut détruire le Liban. Parce que les solutions existent. Et qu'on me dise le contraire. J'aime bien que quelqu'un se mette en face de moi, la prochaine fois dans votre émission, Maurice, et qui me dise, Nicolas Chichani, tu n'as pas raison. Je veux bien, on discute. Vous avez bien mentionné les institutions, ou bien les compagnies, ou bien le secteur privé qui a pu payer ses dettes sur différents taux de change, passant de 1500 à d'autres taux de change. Mais aujourd'hui, ce projet de loi, ou bien, ce n'est pas ce projet de loi, ce sont deux ou trois projets de loi qui vont être aussi présentés au Parlement pour les pénaliser. Oui. Alors, pour pénaliser c'est un sujet très délicat. Les personnes, ou bien les personnes qui ont payé leurs dettes sur un taux de change qui est différent du taux de change réel. C'est un sujet très délicat. Donc on parle ici de rétroactif. Très délicat, tout à fait. C'est un sujet très délicat. Parce qu'avant tout, il faut savoir que le secteur privé n'a pas fait ça de manière... il y avait un circulaire. Exactement. Non, de manière... Contre la loi. Contre la loi, non légale. Parce qu'il y avait un circulaire de la BDL qui permettait au secteur privé de fermer à 1500 en livre libanaise. Deuxième chose, en livre libanaise. Deuxième chose, le secteur privé a fermé certains de ses dettes en dollars. Il a vendu des chèques. Des chèques. On ne va pas utiliser le mot dollar, j'aime pas trop. Oui, il a vendu des chèques. Il a vendu des chèques. Vendre des chèques, acheter un chèque et fermer une dette, on va parler un peu de dollar. Acheter un chèque en dollars, fermer une dette en dollars, c'est asset and liability dans la balance sheet, donc il y a zéro impact. C'est ça. Non, attends. Il y a zéro impact, qu'on soit clair et précis. Il y a zéro impact de manière consolidée sur le secteur bancaire. Parce que c'est débit-crédit. De manière consolidée. Interbanque, il peut y avoir parce que j'achète un chèque d'une banque, il ferme un loan d'une autre banque. Donc consolidé, il n'y a pas d'impact. Alors, quand on ferme en livre libanaise, il y a un gros impact. On parle de 20 milliards, je ne sais pas combien ont été fermés. Personne n'a le chiffre, encore une fois. Ce serait bien qu'on ait des chiffres pour qu'on puisse les analyser et donner le droit à X ou à Y, ou de dire non, ça c'est faux, ça c'est vrai. Mais il faut dire que lorsqu'on a fermé en livre libanaise, on a déséquilibré la balance d'actifs des banques. Une par une et de manière consolidée. Et on a discriminé le déposant. Parce que la banque a encaissé, en fait, en livre libanaise, elle ne peut pas rembourser en dollars. Il y a un change fixe. Donc, les dettes qui ont été fermées en livre libanaise ne sont pas correctes, Maurice. Il faut revoir ça. Mais elles ne représentent pas apparemment un grand chiffre. Sur les 20, il y en a 4, 5, 6. Mais adapter le rétroactif en finance... Je vais vous expliquer comment ils l'ont fait. Je vais expliquer comment ils l'ont fait. Je vais expliquer comment ils l'ont fait. Fermer en livre, en dollars, ne fait pas un impact de contrebalance comptable. Par contre, celui qui a vendu son chèque en dollars a accepté un haircut. Alors, ce qui est dit dans la loi, c'est qu'aujourd'hui, que tu aies fait en livre libanaise, que tu aies fait en dollars, toi, personne physique qui a travaillé ça, tu as fait un gain. Ils n'ont pas... ce n'est pas un gain réel. Dans cette loi, ils n'ont pas dit tu n'as pas le droit de faire ça ou tu as pas faire ça, parce qu'il y avait un circulaire qui permettait de faire ça. Ils ont dit non, tu as fait un gain, ce qu'on appelle goodwill, en anglais, kind of goodwill. Tu as fait un gain. Et ce gain, d'après la loi de, je ne sais plus quelle année, 1969, je ne sais plus, article 4, je ne sais plus, D,
je ne suis pas un spécialiste, il faut demander aux spécialistes. Ok, tu as fait un gain que tu devrais déclarer. Ok, et c'est ça, là, toute la question. Ce n'est pas une histoire de... alors, est-ce qu'on a le droit de rétroactivité? Apparemment, d'après la loi fiscale, on a le droit. Fiscalement, on a le droit. Okay, donc, c'est là où les experts doivent se réunir et en discuter. Mais je vous dis, la dette qui a été remboursée en livre libanaise, comptablement, a fait du mal au système. Et je me demande comment la Banque centrale a permis de le faire. Il me reste 1 minute. Oui. Donc le temps toujours coule rapidement avec vous, M. Cheikhani. Pour finir, vous dites quoi? Pour finir, je pense que le gouverneur de la Banque centrale doit tenir sa parole. Sa parole. Okay, on lui envoie un message là, il doit tenir sa parole, ne pas imprimer de l'argent, continuer à réduire le M0 comme il est en train de le faire, ne pas prêter à l'État. Okay, c'est le travail de l'État de trouver l'argent nécessaire pour se restructurer. Ce n'est pas en augmentant les taxes uniquement, mais c'est en baissant les coûts, en faisant une restructuration de la réforme publique et des administrations qui est très importante, qui coûte énormément cher. Et de mettre en place un plan de croissance qui crée la confiance. D'accord? Ça, c'est un premier point. Oui. Deuxième point, je dis au FMI, l'article 4 que vous avez est une aberration de la page 48 à la page 51. Il va détruire le Liban. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je suis d'accord sur vos réformes administratives qui sont parfaites, mais les réformes économiques, vous n'avez pas le droit de faire ça. Il y a un pays qui doit continuer à vivre, qui a réussi à vivre après 4 ans de crise économique. Il ne faut pas le tuer aujourd'hui. Et qui va continuer à vivre. Et on ne va pas accepter ces réformes. Et votre rôle, c'est de les revoir, parce qu'on va continuer jusqu'au bout pour ne pas qu'elles passent ces réformes, parce qu'elles veulent détruire le Liban. Les réformes économiques. On ne peut pas détruire un secteur bancaire, on ne peut pas détruire l'argent des déposants. C'est là que la confiance que nous avons une commission aujourd'hui qui négocie avec le Fonds monétaire. Peut-être. Elle est responsable. Peut-être, Maurice. Le truc, c'est que le Fonds monétaire, en détruisant le secteur bancaire et les déposants, il va contre la logique économique de la croissance et de la confiance. Mais M. Cheikhani, cette commission comment qui négocie... Comment on va récupérer? Il y a une commission aujourd'hui qui travaille en parallèle avec le Fonds monétaire pour sortir ces papiers-là. Ils sont responsables. Ils travaillent pour le Fonds monétaire ou bien pour le Liban? Maurice, je dirais plus que la Commission. Le gouvernement en entier est responsable, puisqu'en fait, le plan du gouvernement est aligné à 99,9% avec la page 48 à 51 de l'article 4 du FMI. C'est une aberration. Tout le monde est responsable, tout le monde sera accountable. Bien voilà, je vous remercie, Nicolas Cheikhani. Vous êtes expert en économie et en finance. Merci Maurice, merci ici Beyrouth. Toujours un plaisir. C'était un plaisir pour moi, toujours. Et voilà, nos chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.